Le Psychodon, agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyran. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la roue des émotions. Vous le savez, nous avons tous 6 émotions qui animent notre santé mentale. La joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et le dégoût. Je vous propose de décrypter les faits marquants de l'actualité de la semaine par le prisme des émotions et de prendre de la distance face au flux incessant de l'information. Et cette semaine, je reçois A.L. et Charlie. Bonjour. Bonjour. Vous parlez psy et vous êtes plus connu sous le nom de Culture Psy avec 60 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Vous partagez au quotidien des conseils et des informations sur la santé mentale. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous aider à mieux comprendre nos émotions face à l'actualité. On commence avec la guerre en Ukraine. Comment pourrait se terminer le conflit? La question est régulièrement posée dans la presse ces derniers jours. La détermination des Ukrainiens, l'entêtement du président russe pour les autres, laisse entrevoir que peu d'issues, aussi bien sur le champ de bataille que sur le front de la diplomatie. Plusieurs scénarios sont sur la table. La Russie atteint ses objectifs, l'Ukraine vainc l'armée russe, Kiev et Moscou trouvent un accord de paix, Poutine est renversé ou le conflit se transforme en guerre mondiale nucléaire. Autant vous dire que tous les scénarios ne sont pas des plus roses. A.L. et Charlie, avec quelle émotion, selon vous, notre santé mentale est-elle impactée par ce conflit qui perdure aux portes de notre Europe? A.L. Très clairement, l'émotion à laquelle on pense en priorité, c'est la peur. La peur parce que on parle de quelque chose qui est incertain et c'est une émotion qu'on peut associer assez facilement. Mais aussi, pourquoi penser une émotion alors qu'on parle de quelque chose qui est international? Parce que l'émotion, c'est un langage universel. Et on peut du coup ressentir de l'empathie pour ces Ukrainiens qui sont au cœur de ce conflit. Mais aussi avoir peur parce que on peut pressentir, si jamais le conflit tournerait mal, que celui-ci arrive jusqu'à chez nous. Charlie, est-ce que c'est la même analyse? Ce conflit déclenche beaucoup de peur et cette émotion est récurrente et vous l'évoquez avec vos internautes, avec la communauté qui vous suit? Oui, bien sûr, tout à fait. Et en vous écoutant énumérer ces différents scénarios, ce qui me venait à l'esprit aussi, c'est à quel point la situation est incertaine. On ne sait pas comment cette situation va évoluer. Là, vous nous avez parlé de 5 scénarios, mais en fait, en réalité, on ne sait pas. Il y a de multiples facteurs à prendre en compte. Et quand on ne sait pas, notre cerveau génère assez facilement de la peur et a tendance à envisager souvent les situations les plus catastrophiques qui pourraient se passer. Et bien sûr, le scénario numéro 5 qui je pense, est dans beaucoup d'esprits, avec la peur, effectivement, que ce conflit se mondialise et puisse impacter nos vies jusqu'ici, avec la peur d'une 3e guerre mondiale. Est-ce que cela vous semble une peur rationnelle, irrationnelle? Que vous disent les personnes, 60 000 quand même, c'est assez important sur les réseaux sociaux, qui vous suivent? Comment ils observent cette actualité de cette guerre en Ukraine? A.L. Alors la manière dont ils l'observent, c'est que c'est quelque chose déjà qui est assez récurrent. Il y a une forme de rumination et ils ne savent pas vraiment comment réagir, que faire. Nous, ce qu'on pourrait éventuellement conseiller pour rationaliser tout ça, c'est se dire que déjà, comme tu l'as dit, Charlie, c'est incertain, donc on ne sait pas finalement ce qui va se passer, mais aussi de s'imaginer le pire et de se dire que dans tous les cas, il y a des ressources, que nous vivons dans des pays différents, que nous avons des gouvernements pour faire face à ça, et donc toujours se dire qu'on a des capacités en nous et chez les autres pour faire face au pire. Face à la peur, face à cette émotion générée par le conflit en Ukraine, vous êtes en train de nous dire que ce qui peut fonctionner, c'est la confiance, avoir confiance en nous, en nos ressorts, aux ressorts de chacun, pour trouver le bon discernement.
Bien sûr, c'est en discuter avec les autres, c'est aussi d'écouter cette émotion. Vous savez, les émotions, elles ont une fonction. Hein. Si elles sont là de nos jours, c'est parce que elles ont une fonction d'adaptation sociale. Et là, la peur, elle peut amener aussi à une forme de solidarité quelque part. Elle peut aussi aider à s'entraider, à apporter la solidarité. Par exemple, on a vu des dons au peuple ukrainien. Donc ça va être aussi apprendre à s'écouter, apprendre à écouter ses émotions et comme vous le disiez, effectivement, oui, à faire confiance à l'autre aussi. Alors nous allons essayer de prendre de la distance et comme dans la vie, parfois les émotions qui nous impactent, on ne les avait pas anticipées. Elles nous arrivent au détour d'une rue, elles nous arrivent au détour d'un coin de nos vies. C'est un peu comme la roue des émotions que je vais vous demander de tourner à elle. Et nous allons observer ce fait d'actualité avec une émotion très étonnante lorsqu'on parle de guerre, la joie. Comment faire pour aller trouver la joie? Ah, vous avez des pistes, hein, la confiance qui peut être donnée en l'avenir et que souvent on nous dit, après ce conflit aux portes de notre Europe entre l'Ukraine et la Russie, surgira du mieux, surgira de la joie à elle. Tout à fait. C'est totalement ce que vous avez dit. Possiblement, on peut imaginer aussi un scénario où les choses se terminent bien, avec par exemple un accord de paix, et forcément c'est que de la joie qui peut en ressortir. C'est aussi le fait de se dire que le conflit finalement se termine. Ça, c'est un soulagement et c'est que de la joie finalement de se dire qu'enfin, après tant de mois, tant de souffrance et tant de tristesse, on peut enfin ressentir de la joie. Charlie, est-ce que vous partagez qu'on peut aller chercher de la joie même dans le plus dramatique des marasmes qu'est la guerre? Alors, c'est pas l'émotion la plus facile d'accès, c'est sûr. Ça c'est certain. Mais en tout cas, cet exercice, il est important et je peux confirmer qu'on peut aller chercher de la joie avec cette actualité-là, parce que vous savez, nos émotions, elles sont aussi liées à la manière dont on les évalue cognitivement par nos pensées. Et effectivement, le fait de rendre plus probable cognitivement un scénario où il y a ce conflit se mène à sa fin et qu'on arrive sur une happy ending, ça peut générer de la joie. Elle n'est pas facile d'accès pour autant, mais ça montre qu'on peut faire preuve aussi de flexibilité. D'ailleurs, il y a beaucoup de techniques de régulation des émotions qui comptent justement sur notre capacité d'évaluation cognitive. Et on l'a bien vu à travers notre histoire, et c'est vraisemblablement de même dans ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Il y a toujours, même à la marge, et même si ce sont des épiphénomènes, des actions joyeuses de solidarité, même entre ennemis, où là, des Ukrainiens et des Russes se retrouvent pour parler, échanger, s'entraider, où là, des initiatives entre des familles se voient naître et sont pleines de joie. Donc il y a la joie, même quand il y a la guerre, il faut sans cesse continuer à la chercher. Un sujet beaucoup plus politique, mais aussi porteur d'enjeux, les budgets, et en France, au gouvernement, la sécurité sociale, c'est toujours un enjeu. Elisabeth Borne, à nouveau, sort le 49.3, engage son gouvernement. C'est un tel enjeu pour la santé des Français, auquel, vous le savez, ils sont majoritairement attachés avec ce système de répartition et de notre sécurité sociale tellement emblématique de notre système de santé. Ça se bagarre entre les partis politiques, le RN, la NUP, qui ont rejeté ici ou là des textes, et puis le 49.3 est engagé. Les textes sont donc déposés d'une manière sans vote pour qu'ils puissent vivre, et Elisabeth Borne, vraisemblablement, engage la responsabilité de son gouvernement. Alors, Aël et Charlie, comment vos internautes, votre communauté observent ce type de sujet? Et cette fois-ci, on va demander à Charlie de commencer, une fois n'est pas coutume. Quelle émotion vous semble impacter sur cet enjeu-là, la sécurité sociale, le 49.3, cette façon d'être et de gouverner? Alors, il est assez difficile d'anticiper l'émotion collective qui pourrait advenir parce que, vous savez, l'émotion, toute une journée passant, on a énormément d'émotions qui passent et qui viennent. Mais en tout cas, celle qui semble revenir
le plus souvent et celle que nous, on peut parler aussi par rapport à notre propre perception et donc inférer sur le collectif, même s'il est toujours très dur à élaborer, c'est la surprise. La surprise parce que déjà le 49.3 qui est quand même une manœuvre assez audacieuse et que quand elle arrive, on ne s'y attend jamais vraiment, mais aussi surprise car je pense que la plupart des partis politiques ne s'attendaient pas à ce que Marine Le Pen puisse, par exemple, encourager les autres députés à voter pour la motion de censure qui est dans l'opposition politique. Et cela pour pouvoir espérer atteindre la majorité absolue. Donc c'est un mouvement qui montre une forme aussi de solidarité, là où on ne l'attendait pas forcément, et c'est ça qui génère la surprise. Ariel, est-ce que vous partagez cette analyse ? Tout à fait, d'autant plus qu'il y a eu un 3e 49.3 hier soir qui peut d'autant plus surprendre parce que le 49.3 étant déjà une action politique assez particulière, de le voir répéter de la sorte dans la semaine, c'est quand même assez surprenant d'en voir 3 d'affilée. Comme vous l'aviez dit, sur quelque chose d'aussi important pour les Français qui est la sécurité sociale, et de voir des députés agir de la sorte et s'unir, si on le peut dire. C'est étonnant. Oui, on tourne la roue des émotions à elle pour voir si nous arrivons à observer cette actualité, cet usage du 49.3 avec la joie. Alors vous êtes venu nous apporter la joie pour cette émission. Alors trouvons de la joie. C'est un enjeu d'aller chercher la joie partout. À elle, est-ce que vous essayez ? Alors c'est vrai que c'est complexe, mais finalement c'est une flexibilité cognitive qui est importante pour la santé mentale. Je pense qu'ici la joie, elle est bien sûr de la part du gouvernement, de se dire qu'il n'y a pas eu cette dissolution. Éventuellement de certains Français aussi qui peuvent être en accord avec ces propositions. Voilà, ça fait quelques pistes, oui. Charlie. Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Et effectivement, si je peux compléter sur un point de vue un petit peu plus large, l'émotion, elle va être aussi générée par la position, les croyances, les attentes et voilà, le fonctionnement, les perceptions, la culture de chacun. Donc forcément, les personnes qui sont en accord avec ces principes politiques-là doivent se réjouir et je pense notamment aux personnes dans le gouvernement aussi. Est-ce qu'on ne peut pas trouver de la joie à ce que, malgré tout, nous sommes en démocratie et que dans ces échanges, eh bien, c'est joyeux qu'il y ait des discussions, que la démocratie s'exprime, que le 49.3 soit discuté. Il peut l'être. On est dans un pays où, si notre gouvernement fait ou engage son gouvernement, ou fait passer un texte par le 49.3, il est observé, il y aura des élections, on n'est pas en Chine. Donc c'est quand même joyeux de se dire que quand même c'est vivant. Et puis peut-être qu'on peut y voir aussi de la joie à ce que cela anime du lien dans les cafés du commerce, dans les familles. On peut se parler de ce qui est voté, de ce qui est discuté. Et tout lien est bon pour la santé mentale, Charlie. Oui, tout à fait. C'est un sujet de communication qui permet aussi d'exprimer ses positions, de générer du lien, de l'interaction. Et ça, c'est toujours quelque chose de précieux, peu importe le sujet et l'émotion qu'il génère. Et puis c'est l'occasion de partager des points de vue échauffés où la joie et la colère peuvent côtoyer peut-être le dégoût ou la surprise parce que il y a tous les bords et que ça entraîne des échanges très toniques pour la flexibilité mentale. La politique, c'est un sujet porteur pour la flexibilité mentale. Tout à fait. On se retrouve dans quelques instants pour poursuivre la roue des émotions sur Sud Radio. Il sera question d'environnement avec ici des vents à plus de 200 km/h et là des véhicules polluants dans les villes que les maires souhaitent volontiers voir disparaître, mais sans soutien financier de l'État. Est-ce que ce sera possible ? Le Psychodon, agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyran. Deuxième partie de la roue des émotions et cette semaine, je reçois AL et Charlie qui parlent psy avec leur communauté, 60 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Merci d'être avec nous. Nous poursuivons le regard sur l'actualité des vents à plus de 200 km/h, un sillon de 200 mètres. C'est ce que l'on sait de la tornade qui a dévasté le village de Biuruac
circuit court en 30 secondes dimanche dernier avec des toitures arrachées, des murs en béton qui ont été soufflés, des arbres, des pylônes pliés. Bon, il n'y a pas de victimes, mais les dégâts sont considérables. Aël, avec quelle émotion on peut observer cette actualité qui touche finalement à l'environnement, hein. C'est la météo qui semble prendre des aspects un peu incohérents. Tout à fait. Je pense qu'on peut avoir que de l'empathie envers les habitants qui ont connu cette catastrophe climatique et ressentir de la tristesse. S'imaginer le deuil qu'ils ont eu de se réveiller ce matin en voyant leur maison, potentiellement leur voiture et leur commune dévastée. C'est toujours difficile et la solution, c'est l'acceptation de cette tristesse. L'accueillir. Tout à fait. Charlie ? Oui, à chaque fois qu'il y a un sentiment de perte, alors on traverse souvent toutes les émotions, mais la tristesse prend une grande part de celle-ci, notamment parce que ça implique déjà de faire la part de ce deuil, de cette perte, mais aussi parce que la tristesse, elle a cette fonction sociale d'attiser de la peine ou du soutien aussi social. Et quand on perd quelque chose, on a bien envie d'être épaulé et que quelqu'un nous tende la main. Et c'est aussi ça la fonction sociale de cette tristesse. Et nous adressons bien sûr tous nos meilleurs sentiments à nos auditeurs du Pas-de-Calais. Je vais vous demander de tourner la roue des émotions à elle. Et on va gagner en flexibilité mentale pour observer les questions d'environnement avec une autre émotion. Alors sur quoi êtes-vous tombé ? Le dégoût. Le dégoût. Alors, est-ce qu'il y a à voir et à observer cette actualité, ces changements climatiques qui s'expriment avec une forme de dégoût, Charlie ? Oui, parce qu'on, par empathie pour ces habitants, on peut être dégoûté pour eux pour ce changement de vie extrêmement brutal qu'ils ont subi dans les dernières 24 heures. Et puis, dégoût d'avoir perdu ses biens pour des maisons, pour des biens matériels qu'ils ont pu mettre des années à économiser. Donc forcément, le dégoût prend aussi une grande part dans cette perte. Et puis peut-être le dégoût de pas sentir pour une partie de l'opinion que les enjeux écologiques, environnementaux soient suffisamment pris en compte et que, au bout du bout, certains sont victimes et peuvent se dire « il y en a marre ». Tout à fait. Il y a potentiellement avec le dégoût cette phrase que ces habitants peuvent ressentir en se disant pourquoi nous et pas quelqu'un d'autre finalement. Et ça peut provoquer cette émotion en se disant qu'il n'y a pas assez d'action de la part, par exemple, des communes, de l'État, pour trouver des solutions, puisque on peut imaginer que ce type d'événement arrive un peu plus souvent finalement à l'avenir. Et peut-être que chacun peut faire quelque chose au quotidien pour l'environnement. C'est pas que des grands enjeux géopolitiques à réfléchir. Deuxième sujet sur ces questions d'environnement en France, les véhicules les plus polluants dans leur ville seront interdits d'ici 2025 et les maires demandent un soutien massif de l'État. Des zones à faibles émissions sont prévues dans des villes de plus de 150 000 habitants. Les élus concernés disent ne pas avoir les moyens nécessaires. Plus l'obligation approche dans le temps, plus l'agacement, l'inquiétude grandit chez des élus des 43 territoires concernés. Même s'ils veulent le faire, ils disent l'État ne nous accompagne pas assez, comme la prime à la conversion, c'est insuffisant. Alors faire de l'environnement... des voitures interdites parce qu'elles polluent, ça semble faire consensus. Simplement, il faut l'argent pour accompagner les mesures. Quelle émotion, selon vous, Charlie, nous aide à comprendre cette actualité ? Alors comme vous pouvez le dire, effectivement, ce qu'on peut ressentir pour ces élus et ce qui dégage de leur discours, c'est de la colère. De la colère parce que l'idée derrière pour soutenir l'écologie est très bonne, mais que les moyens pour la réaliser sont insuffisants. Et pour cela, ces élus peuvent avoir l'impression que les choses sont un petit peu précipitées. Et donc forcément, avoir envie d'aller au même endroit, mais ne pas donner les mêmes chances, ça donne de la colère. Aël, vous qui portez un prénom breton, où il y a beaucoup de difficultés aussi en Bretagne sur le plan écologique, il y a des sols pollués par exemple. Tout à fait, c'est vrai que la colère que les habitants peuvent ressentir, c'est de dire finalement on est en accord avec ces propositions, mais il n'y a pas de véritable solution. On en a parlé aussi pas si longtemps que ça, avec par exemple le manque de chauffeurs de bus.
On se met à la place finalement de personnes qui ont ces véhicules polluants et qui vont devoir emprunter les transports en commun et se dire quelles sont les alternatives, quelles sont les véritables solutions et finalement pas seulement des propositions de façade. Charlie, les internautes, votre communauté sur les réseaux sociaux, est-ce qu'elle aborde beaucoup ou est-ce que, au contraire, c'est marginal, ces questions d'environnement, d'écologie? Qu'est-ce qui se passe sur vos réseaux sociaux? Alors effectivement, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent d'écologie, et ce, sous un panel très différent d'émotions, notamment de la colère, de l'anxiété. Mais pour revenir à cette colère, il y a une dimension qui est importante dans la colère, c'est, vous savez, c'est ce qu'on appelle un petit peu la motivation à l'action, qu'il y a derrière une émotion. Et derrière la colère, on a envie d'agir, on a envie de faire des choses pour faire bouger cette situation. Et donc derrière cette colère envers, justement, peut-être le manque de ressources vis-à-vis de l'écologie, ça vient créer une volonté de pouvoir générer des collectifs ou des pétitions ou des mouvements sociaux pour pouvoir justement revendiquer ce manque de moyens et pour arriver à un futur qui est plus vivable pour notre planète et pour les futures générations. Et de cette colère face au dérèglement climatique subi par nos concitoyens et les citoyens du monde, et aussi par nos concitoyens avec ces véhicules qui polluent, face à cette colère, il y a, j'entends dans vos propos, la joie de l'engagement à travers le tissu associatif français qu'on ne cesse de saluer. Nous sommes un pays où on s'engage beaucoup. 1 200 000 associations, c'est la plus grande densité associative du monde. Et dans ces colères, il y a la joie, il y a possibilité d'adhérer dans des mouvements collectifs avec des associations. Et à elles, j'imagine que vous êtes sensible à ces sujets. Votre communauté, elle va vers cette question d'engagement ? Tout à fait, notre communauté, elle est assez jeune. On la situerait entre 15 et 25 ans pour la plupart des personnes qui nous suivent. Et ce sont c'est la tranche d'âge la plus engagée par ces questions, parce que je pense qu'il y a cette conscience en fait de se dire que dans 50 ans, ça ne sera plus une question d'engagement, mais une priorité mondiale. Alors que les vacances de Toussaint se poursuivent, je vous propose de partager des émotions en famille et de vous rendre au cinéma pour aller voir le film Novembre, où Jean Dujardin, dans le rôle du commissaire, nous accompagne pour découvrir avec grande émotion, d'ailleurs, les dessous de l'enquête suite aux attentats du 13 novembre 2015, qui là aussi nous ont fait découvrir des parts de nous-mêmes et des autres que nous ne soupçonnions pas. Aël et Charlie, merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt et on vous suit bien sûr de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux. Au revoir et bon week-end. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h. Didier Meyrand. Avec le Psychodon, agir pour la santé mentale.